Très bien, donc beaucoup d'informations à venir. On va tourner le regard vers l'économie mixte avec vous, Stéphane Keita. Donc, la CET n'est pas seulement une excellente école pour décideurs urbains, mais est aussi au cœur d'un réseau multimétier. Vous fédérez dans ce réseau une communauté d'expertise. Alors, comment analysez-vous les évolutions qui viennent d'être décrites et quel peut être notamment le rôle des SEM dans le rapport public-privé et le projet urbain ? Merci, bonjour à tous. Au départ, j'avais une idée, puis en écoutant, je viens de changer. C'est-à-dire que là, je commence à me demander si c'est pas aussi la façon d'appréhender les relations avec les collectivités locales, le monde de l'économie mixte, etc., qui a beaucoup changé chez les majors et autres grands constructeurs quand on écoute le vocabulaire, parce que on est à la limite de la société philanthropique, là. C'est-à-dire qu'entre l'intérêt général, c'est chouette votre truc, on va co-construire, on coopère, on partage, etc., etc., il n'y a plus aucun moment où il s'agit d'une relation économique. La deuxième chose qui est absolument fantastique et que moi je retiens en tant que père virtuel d'aménageur, c'est que on fait de l'aménagement qui gagne de l'argent, ce qui est une certaine forme de nouveauté. Mais au total, je trouve que cette évolution est extrêmement positive. Tout ce qu'a raconté Jean-Luc, notre ami Desfages, Madame Karam, Frédéric, etc., c'est vraiment extrêmement positif parce que ça prouve que sans aller jusqu'à ce que on puisse considérer que tous les opérateurs sont légitimes à se revendiquer de l'intérêt général, je crois qu'il y a une meilleure prise en compte des contraintes publiques. Et si vous le permettez, en deux mots, je voudrais expliquer pourquoi. Les EPL restent des outils à capital public et leur efficacité dépend évidemment de la capacité des collectivités à les financer et à les porter politiquement, et donc à définir ce qu'est l'intérêt général. Paradoxalement, aujourd'hui, c'est pour ça que la situation n'est pas si nette que ça dans je dirais le mouvement entre le public et le privé. On assiste, certes, c'est vrai et c'est bien, à une plus grande dévolution d'opérations à la sphère privée, mais on assiste aussi à une accélération de la constitution des sociétés publiques locales qui sont entièrement publiques, dont même la Caisse des dépôts est sortie parce qu'elle est trop privée. Donc, vous voyez, c'est quand même une forme de paradoxe. Et qui ont leur raison d'être, les SPL. Tout à fait, qui ont leur raison d'être. On assiste aussi, marginalement, mais ça existe, à ce qu'un certain nombre d'élus peuvent souhaiter valoriser l'outil privé par conviction idéologique, tout simplement. Et c'est aussi un paradoxe de considérer que le recours au privé puisse contrebattre le doute dans l'efficacité de l'action publique. Enfin, vous voyez, on est dans un moment assez flou, notre histoire. Mais il y a une chose qui me semble réelle, c'est que la révolution technologique qui est en cours, la révolution de la transition écologique et énergétique, la révolution du numérique font que l'aménagement et les infrastructures font de plus en plus appel à des technologies innovantes, et que ces technologies innovantes, il faut se rendre à l'évidence, elles sont plus portées par le privé que par le public qui a un peu de mal à s'adapter. D'ailleurs, la start-up publique n'est pas encore un objet qui est particulièrement courant. D'accord ? Or, la capacité qu'ont aujourd'hui les entreprises privées à s'adapter, à se couler dans l'innovation, est quelque chose qui les rend plus attractives pour refaire de la ville et pour refaire, insuffler, instiller et injecter des nouvelles technologies dans la ville de demain. On le voit bien, par exemple, pour ce qui est de l'entretien et de la restructuration des infrastructures ou de l'immobilier, qui inclut aujourd'hui obligatoirement de l'instrumentation, du monitoring, etc., etc. Et donc, c'est pas un hasard non plus si de plus en plus de constructeurs participent
contribuent eux-mêmes au financement des projets qu'ils réalisent. Un deuxième volet me paraît très important pour expliquer cette prégnance de plus en plus forte des opérateurs. Après, j'expliquerai pourquoi les SEM vont sauver le monde, hein, rassurez-vous. Super. Parce que je vois tous mes collaborateurs qui sont très inquiets, qui se disent il veut partir. Non, 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 pas du tout. Un deuxième phénomène, c'est que les financements publics aujourd'hui abondent. On est en surfinancement. Enfin, je veux dire, rien que cette semaine, vous avez vu, il y a là, il y a l'outil du Juncker, là, le fonds européen d'investissement qui vient de se mettre en place. La BEI a signé un fonds de garantie de 2 milliards d'euros. Et je pense que ça signifie que sous réserve d'une ingénierie robuste, ces fonds publics représentent une sécurisation des modèles pour que le privé estime être suffisamment garanti par le public. Et donc, derrière, il y a aussi l'idée que le privé se sent peut-être plus adossé qu'il ne l'était avant. Ce qui se passe aussi, c'est que depuis la crise des subprimes, on le voit bien, et la grande déconvenue des placements à 2 chiffres, les grands investisseurs et les gros opérateurs reconsidèrent sous un jour nouveau tout ce qui est infrastructure. Parce que c'est quand même des produits assez sécures, avec un taux de rentabilité, certes, pas très élevé, mais c'est quand même assez sécure, et même des opérations d'aménagement, sous réserve qu'elles soient bien adossées, bien sécurisées, peuvent paraître intéressantes. Et on le voit dans le retour des investisseurs institutionnels, comme par exemple dans le fonds de logement intermédiaire, où il y a quand même, ils sont quand même montés là pratiquement à 1 milliard d'euros d'investissement pour construire 30 000 logements. On le voit aussi dans les interventions de certains grands distributeurs, par exemple, qui dealent avec des élus, des opérations d'implantation d'hyper, de super ou d'hyper, qui comprennent aussi marginalement de l'aménagement. Je crois que ça, d'ailleurs, ça a été abordé dans un des ateliers aujourd'hui. Enfin, pour terminer, une question. Est-ce que toute cette évolution ne serait pas due aussi au fait qu'il y a un rapprochement de la rentabilité c'est un peu ce que je disais il y a 2 secondes, mais sous une autre forme, de la rentabilité des opérations d'intérêt général qui se rapproche de ce qui est acceptable par les opérateurs privés. Ou plus précisément, est-ce que la nouvelle ingénierie financière des opérations publiques apporte une plus grande assurance aux opérateurs privés? Voilà, en gros, ce que je veux dire. Alors, sur les SEM, les EPL, les SPL, puisque vous avez l'air de particulièrement tenir aux SPL, bien évidemment, ce sont des outils pertinents, ce sont des outils qui sont tout à fait propres à permettre la conduite de projets complexes. Ils en ont la capacité, il y a des professionnels, ils peuvent porter ça dans la durée. Elles sont inventives, elles constituent évidemment un atout, mais même si elle constitue l'origine du partenariat public-privé, hein, en soi, génériquement, une SEM, une EPL, c'est un partenariat public-privé, d'une certaine façon, même si elle constitue... Tout le monde n'a pas l'air d'accord, mais... Comment ? Tout le monde n'a pas l'air d'accord, mais vous serez peut-être contredit après. Oui, mais bon, c'est normal. Jean-Luc a l'habitude de ne pas être d'accord aussi. Il n'empêche qu'elles ont aussi la particularité de disposer elles-mêmes des outils pour leur permettre de conduire ces projets. Peut-être faudrait-il trouver des formes de coopération qui soient plus intensives, je dirais, entre les EPL et les grands opérateurs. Bien.